Donc, on est toujours quasiment, comme toujours avec vous, en direct de la Silicon Valley, quasiment Oui, en merci, direct. oui. Et là, vous allez nous parler d'éthique et de responsabilité. Je vais parler de ça. Et dans la première partie, je vais faire un bilan de ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 6-8 mois et où ça risque d'aller. Donc, ce sera en deux parties. Georges Naon, la parole est à vous. Merci. Bonjour, je suis très contente de vous revoir tous, tous. C'est vraiment un plaisir après cette période épouvantable. Donc je vais essayer en très peu de temps, ils m'ont donné très peu de temps, de vous parler, de vous raconter. Georges, ne commence pas, s'il te plaît. De vous raconter plein d'histoires qui je trouve passionnantes. Donc il y a deux parties dans mon exposé. Une qui est, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé aux US et en particulier dans la Silicon Valley en matière de tech numérique. Et puis quelques perspectives pour les 12-18 mois. Et puis le cœur du sujet qui est en fait tout ce qui concerne l'éthique, la responsabilité et ce genre de choses. Alors le panorama du contexte aux États-Unis aujourd'hui est très intéressant pour la tech. Avec l'arrivée de l'administration Biden, il y a quand même eu des surprises, c'est-à-dire que l'aile gauche des démocrates a voulu absolument s'en prendre aux big tech, notamment à celle de médias sociaux, mais pas seulement. Et donc la re-réglementation est en route. Et vous voyez là ici, c'est la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qui a fait ce poster pour dire qu'il faut absolument démanteler les big tech. Donc il y a une sorte de militantisme qui s'est installé chez les démocrates. Il faut savoir que Biden, contrairement à Obama, n'était pas aussi proche de la Silicon Valley. Il y a eu 365 personnes de Google qui ont travaillé pour le gouvernement, qui étaient dans les bureaux de l'administration fédérale au moment de l'administration Obama, et qui sont partis ensuite. Donc là, la période de grâce pour la tech sous Obama et puis qui a été malmenée sous Trump, mais enfin bon, il avait tellement de choses à faire que bon, ils ont réussi à passer à travers les gouttes. Et puis il y avait une telle anxiété contre la Chine que finalement Trump devait se dire c'est quand même un actif important pour les États-Unis d'avoir ces grosses sociétés de tech pour faire face aux Chinois. Alors il y a un truc assez remarquable, c'est que dans les fameux GAFA qui sont accusés, là, Microsoft pour le moment ne fait pas partie de ce groupe, c'est assez curieux, mais le secrétaire général de Microsoft disait récemment qu'il s'attendait quand même à être entraîné lui aussi dans la tourmente. Alors la semaine dernière, donc un comité donc de justice de la Chambre des représentants a approuvé six initiatives visant à réduire ce qu'ils appellent une position dominante au minimum ou des attitudes de trust en fait. Donc c'est des actions littéralement antitrust. Donc il y en a 6, donc je vais aller assez vite sur les 6. La première, c'est interdire aux gros acteurs de donner la préférence à leurs propres produits et services. Ça c'est pour le commerce, en général l'e-commerce, donc c'est Amazon, c'est Google, c'est ce genre de choses. Le deuxième, c'est limiter l'acquisition de concurrents. Donc ça, c'est assez saignant comme décision, si elle est actée ensuite par le Sénat. Et puis le troisième qu'on appelle l'Amazon Act, donc le projet de loi Amazon, qui veut en fait littéralement démanteler des sociétés comme Amazon pour empêcher qu'elle neutralise la concurrence et l'innovation. Celui du haut, c'est de permettre le transport des données, c'est-à-dire éviter que, je prends un exemple, Facebook monopolise vos données, que vous ne puissiez pas, ce qui est le cas aujourd'hui, les amener chez Google ou chez Amazon, et vice-versa. Le cinquième est assez amusant. Figurez-vous que les autorités antitrust américaines n'ont pas assez de moyens pour recruter les meilleurs spécialistes, parce que les meilleurs spécialistes, guess what, comme on dit aux États-Unis, sont recrutés par les GAFAM. Donc il y a un assèchement complet de la compétence en technologie, en réglementation, en droit de l'antitrust. Et donc la loi numéro 5, c'est de prendre une cotisation sur les sociétés pour financer effectivement le fonctionnement des organismes antitrust. Et enfin, éviter que les GAFAM et l'équivalent aillent chercher des juridictions plus favorables dans d'autres États. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, Facebook a gagné contre l'État fédéral dans un des États dont je ne me souviens plus le nom, où le juge a dit l'accusation d'antitrust qui est portée contre vous par l'administration fédérale n'a pas de fondement.
donc renvoyé au but. Donc ça commence mal pour les réglementeurs, mais enfin, on verra. Donc Biden, lui, est très méfiant vis-à-vis des big tech. Et il a en fait décidé de mener une action très forte. Il a nommé 2 personnes qu'ils appellent les croisés, c'est pour vous dire à quel point c'est religieux ce truc, pour s'en prendre donc au big tech. Alors, la première personne, c'est Lina Khan, qui a été connue pour un article que vous voyez sur la gauche de l'écran dans le journal de l'université de Yale, qui est très connu, qui est le paradoxe de l'antitrust sur Amazon. Parce que traditionnellement, le trust, c'est quand ce que vous faites ne profite pas aux consommateurs. Or, dans tous les GAFAM, quasiment, tout le monde est content d'être connecté, on ne paye pas en plus et on utilise des services. On paye différemment, on commençait avec ces données. Donc elle a écrit un article qui s'est bien établi dans le domaine, et de l'autre côté, elle a fait aussi un article dans Time qui était intéressant sur le fait qu'il n'y a plus assez de fabricants de chocolat aux États-Unis, et donc ce qui fait que la diversité, l'inventivité dans le chocolat, alors évidemment, elle a relié ça à toutes les questions liées à l'antitrust et à la concentration de pouvoir. Donc il y a elle et il y a Tim Wu, qui a écrit notamment ce bouquin que vous voyez sur la gauche, The Curse of Bigness, donc le malheur, la malédiction de tout ce qui est gros, quoi. Et moi, je l'ai suivi pendant longtemps. Il a fait d'excellentes analyses. On est d'accord ou pas d'accord avec ces analyses, mais donc c'est vraiment des croisés, quoi. C'est vraiment des gens qui vont vouloir faire du mal à toutes ces gens. Alors, je voulais vous dire une chose, c'est que la dame dont je vous parle là, hier, Amazon a demandé, a récusé sa participation à toutes les actions contre Amazon au motif qu'elle n'est pas objective d'emblée vis-à-vis d'Amazon. C'est moins qu'on puisse dire quand on voit ce qu'elle a écrit sur Amazon. Et ça se poursuit pour les big tech. Là, j'ai juste mentionné une action qui est en cours de l'Union européenne contre le business d'AdTech de Google, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Il se trouve que celui-là a été annoncé très récemment. Alors, le baromètre de l'activité de la tech, surtout aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley, c'est le capital risque. J'en parle chaque fois que je viens parce que, franchement, c'est un truc qui s'est révélé être utile, un tout petit peu en décalage avec la réalité. C'est normal puisqu'ils font des paris sur le long terme. Donc, voici la courbe. Là, vous ne pouvez pas échapper à la courbe qui vous montre en bleu les montants qui ont été investis au premier trimestre. On n'a pas encore les résultats, on les aura la semaine prochaine ou à la fin de cette semaine. Vous voyez, il y a eu un énorme accroissement de l'investissement du capital risque, et vous voyez que la ligne là montre une baisse du nombre d'affaires conclues, ce qui veut dire que ce sont les gros deals, les grosses affaires, comme on le voit sur cette slide, c'est les méga rounds en bas de la slide, qui ont fait en fait 60% de l'activité, ce qui est énorme. Alors ça a été un trimestre absolument sans précédent. Vous avez ici sur la slide quelques éléments. Et alors c'est à la fois intéressant parce que ça montre qu'il y a énormément d'argent qui va. Et ça ne tient pas compte de ce qui se passe dans le reste du monde, hein, qui est aussi très important. Donc il y a énormément d'argent qui va dans la tech. Il y a de plus en plus d'argent qui va dans la tech. Et là, on ne parle que du capital risque, hein. Il y a du private equity, il y a tout ça, il y a du angel, il y a encore beaucoup de choses qui viennent. Alors, vous voyez, sans entrer dans les détails, en bleu clair, donc ça, c'est tout ce qui est IT, hein, que ce soit à gauche en nombre d'affaires conclues ou le montant investi. Et ce que vous voyez les 27 et 21%, là, c'est tout ce qui est health, donc santé, pharma, ce genre de choses. Et effectivement, quand on regarde un peu plus précisément, les pharma sont le deuxième secteur qui a reçu le plus d'argent. C'est un peu nouveau, ça, quand même, mais on comprend très bien, vu la période de la pandémie, pourquoi il y a eu un tel magnétisme pour l'argent dans ce secteur-là. Le software est toujours très en avance et encore plus en avance que dans le passé. Et le troisième, ce sont les services financiers. Alors, les entrées en bourse, c'est aussi un autre baromètre intéressant. Là, on vient d'avoir les données pour le deuxième trimestre. Vous voyez que ça se porte vraiment bien. Il y a eu beaucoup d'entrées en bourse, surtout si vous comparez le deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2020. Vous voyez que l'accroissement et du nombre d'affaires conclues et du montant est très important. Là, c'est résumé ici. C'est vraiment 113 IPO. C'est ce qui est le plus actif depuis l'an 2000.
le secteur des biotech et de la santé a dominé, curieusement, les entrées en bourse, et la technologie est restée bien présente, mais j'allais dire seulement en numéro 2. Enfin, c'est quand même spectaculaire. Donc il y a une grosse activité, ce qui laisse penser que les résultats du capital risque pour T2 seront aussi en ligne avec les entrées en bourse. Alors vous avez peut-être entendu, ou sûrement entendu parler des SPAC, hein, qui sont ces sociétés qui sont devenues des alternatives pour entrer en bourse. Les SPAC, en fait, c'est très simple, vous déclarez que vous voulez être coté aux autorités boursières, et ce que vous faites, c'est que vous émettez des actions et vous levez de l'argent, parce que les gens vont acheter vos actions, et votre objectif, c'est d'acheter une société qui n'est pas encore cotée, et comme ça, vous la faites rentrer en bourse directement, sans avoir à passer par les turpitudes administratives et financières pour créer une entrée en bourse. Donc, c'est un truc, bon, il y en a en France, il y en a un peu partout maintenant, mais alors, ça s'est développé de façon spectaculaire, au point que, on appelle ça les blank check companies, les compagnies en chèque en blanc, que beaucoup, comme Business Week, pensent qu'en fait, ce phénomène va arriver à sa limite, en fait, hein, parce qu'il y a trop de croissance. Vous voyez à gauche le nombre de SPAC qui se sont créés. C'est quand même, c'est des courbes comme ça, en général, ça tient pas, ça peut pas tenir longtemps, mais surtout, il y a un phénomène très intéressant. Alors là, on regarde la progression entre 2021, 2020 et 2019. Vous voyez qu'on voit bien, là, avec on le voyait sur la figure, mais on le voit bien, là, sur les chiffres. On voit que ça monte de façon anormale, en fait, hein. Et alors, ce qu'il y a, c'est que les SPAC ont 2 ans pour utiliser l'argent. Au bout des 2 ans, ils sont retirés de la bourse par les autorités, et ce qui reste de l'argent est retourné aux gens qui ont investi. Et donc, c'est le phénomène de SPAC, de se défaire de la SPAC. Et donc, vous voyez, en 2021, il y en a 3 qui doivent absolument faire leur SPAC, et en 2022, il y en a quand même 94. Est-ce qu'il y aura assez d'entreprises à acheter? Alors, ils n'achètent pas que dans la tech, hein, ils achètent un peu partout, mais enfin, c'est une prédominance tech quand même, hein. Donc c'est un phénomène intéressant parce que là aussi, ça apporte de l'argent beaucoup plus rapidement, notamment au secteur de la tech. C'est ce qui explique cette effervescence dans les domaines qu'on a vus, notamment le software, la santé, le pharma et tout le B2B en général qui en profite énormément. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le baromètre en fait financier de ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. Alors est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce que je crois être les fondements des vagues de tech? En gros, non. J'ai rajouté simplement le 6 parce que je trouve que ce qui se passe dans le domaine des semi-conducteurs en ce moment est remarquable. J'en avais parlé en décembre dernier. Il y a toute une série de sociétés, à part les gros, les suspects habituels, Intel, etc. Il y a des sociétés qui créent des circuits intégrés qui intègrent, c'est le cas de le dire, des activités de machine learning et d'IA. Et c'est absolument remarquable. Alors, vous avez une combinatoire intéressante là-dedans. Quand vous avez de la 5G, vous avez des capteurs pas chers, vous avez des trucs embarqués avec l'intelligence embarquée au edge, dans les devices eux-mêmes. Il peut y avoir l'éclosion de choses nouvelles. Et c'est probablement là, avant que le quantum devienne une réalité majeure, qu'on verra des choses apparaître dans les 2 à 5 prochaines années. Alors, la cybersécurité est vraiment le domaine dont on a beaucoup parlé, non seulement à la fin de l'année dernière, mais encore là. Les startups ont vraiment fait des performances formidables. Il y a eu beaucoup d'activités sur la sécurité du cloud notamment. La valorisation moyenne des sociétés dans ce domaine, vous pouvez le voir là sur cette slide, a doublé. Enfin, donc, il y a énormément d'anxiété et énormément d'intérêt des entrepreneurs pour créer des solutions pour différentes catégories de protection. Alors, ce qui semble être les 3 domaines les mieux investis, c'est le cloud, sauvegarde et restauration et vérification d'identité. J'ai mentionné ici quelques sociétés que je connais qui sont dans ces domaines, peut-être que vous les connaissez aussi. Ça va très vite dans ce domaine, et tant mieux parce que le risque, comme on le sait tous, hein, est croissant et extrêmement dangereux. Un autre phénomène dont on avait un peu parlé, mais que vous avez sûrement dû embrasser déjà, c'est le no-code.
le no-code ou low-code. Donc c'est cette idée qu'on va faire un environnement de création d'applications en faisant de l'abstraction de complexité, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui sont en général les clients internes pour des applications conçues traditionnellement par les services du SI pour tout, et y compris pour des choses très simples en fait, au-delà d'Excel je veux dire, eh bien de plus en plus il y a cette idée qu'il faut donner aux gens la possibilité de le faire eux-mêmes. Alors, vous avez, c'est un shift en fait, c'est un déplacement vraiment de la façon dont on conçoit l'interaction entre les utilisateurs et les applications. Alors historiquement, c'est pas mal dit là par des collègues de TechCrunch. Les PC ont démocratisé l'utilisation du software, les API ont démocratisé la connectivité entre software, applications, etc. Le cloud a démocratisé les processus d'achat et le déploiement de logiciels. Et le no-code, en fait, no-code ou low-code, certains disent, c'est en fait une façon de démocratiser les compétences techniques qui normalement étaient dévolues à des spécialistes qui pourtant, dans certains cas, ont autre chose à faire que de faire des petites applis, entre guillemets, qui pourraient justement être faites par des applications, par un environnement de type no-code où on ne programme pas vraiment et où on peut avoir très rapidement ce qu'on veut. Donc ça va permettre aux spécialistes de l'IT de se concentrer sur les choses plus compliquées, et Dieu sait qu'il y en a, et de petit à petit permettre à leurs clients internes de se servir tout seuls. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, voilà. Alors, il y a quelques sociétés là que je mentionne qui sont connues là dans ce qu'on appelle il y a iPaaS, hein, vous êtes sûrement familier de ces termes. Voilà pour cette partie-là. Donc, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe dans l'IA, parce que même si ça commence à être un terme répandu, donc on voit quand même se propager le machine learning et l'IA un peu partout dans les applications, et surtout, comme je le disais, dans les semi-conducteurs. Donc ça descend maintenant très bas dans les couches les plus basses qu'on puisse imaginer, qui sont les circuits intégrés. Et bon, les prévisions sont ce qu'elles sont, mais on voit que les dépenses prévues dans l'IA sont extrêmement importantes et que les acteurs, c'est ça ce qui est un peu surprenant, qui sont les plus gros acquéreurs de start-up dans l'IA? Eh ben voilà, c'est les GAFAM. Donc vous voyez, de loin, Apple est le plus gros acquéreur de sociétés dans l'IA, mais après vous avez Google, Microsoft, Facebook, Intel, Amazon, enfin c'est tous des gros actuellement de la tech qui courent le plus vite possible pour obtenir le maximum de compétences dans ces domaines. Bon, on avait parlé de ça, je pense, la dernière fois, j'avais écrit un petit truc là-dessus sur GPT-3, qui était cette espèce de truc absolument incroyable créé par la société OpenAI à San Francisco, qui fait les choses pour le bien, pro bono, mais enfin qui est payé aussi, mais... Et donc c'est cette idée, ce qu'on appelle les transformer en anglais, et qui a appris en fait à faire des choses incroyables, écrire des articles, écrire du code qui est assez viable, qui fait de l'arithmétique, vous dites combien fait 5 plus 9, et ça va vous sortir 14, alors que le système n'a appris que du texte en fait. On n'a pas enseigné aux transformateurs comment faire des mathématiques. Donc il y a sûrement des choses qu'on ignore sur le fonctionnement du raisonnement. Et alors, pourquoi je m'alourdis un peu là-dessus, c'est parce que bon, les ordres de grandeur, pour mettre au point un machin de ce genre, 75 milliards de paramètres, plusieurs milliers de pétaflops par jour, bon, c'est pas à la portée de la SS2I moyenne, quoi, en fait. Hein, c'est des trucs qui demandent des investissements colossaux. Et déjà, on voit d'autres solutions, bien sûr, chez Google, chez Facebook, chez Microsoft, qui sont pas des réponses, mais d'autres approches du même phénomène de transformer. Je pense vraiment qu'il faut garder ça à l'esprit. Ces trucs-là vont s'infiltrer dans les applications. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'on les verra plus, quoi. Donc il sera dissous dans le fonctionnement des applications, mais ça va apporter beaucoup de souplesse. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises déploient de l'IA aux États-Unis, avec pas beaucoup de préoccupations pour les questions, les implications techniques. Et il y a un rapport là qui est sorti il y a très peu de temps, il y a moins de 2 semaines, et qui disait qu'il y a seulement 6% des personnes interrogées, donc c'est un très bel échantillon qui a été consulté, il n'y en a que seulement 6% qui disent qu'ils s'assurent que l'IA, quand ils le déploient, il est déployé de façon responsable. Donc
Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Alors par ailleurs, la bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, c'est ce truc incroyable, peut-être certains d'entre vous sont au courant, Tesla qui vient de révéler son supercomputer, le cinquième le plus puissant du monde, vous imaginez, une société qui fait des voitures sans bon bref, et donc c'est ce qu'ils appellent le projet Dojo. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des shifts aussi dans les rôles des gens, de la même manière qu'on voit les Google, les Facebook, etc., faire des circuits intégrés, dessiner depuis longtemps leur propre data center. On voit maintenant une société qui utilise massivement l'IA, faire son propre ordinateur d'IA. Le Wall Street Journal disait il n'y a pas longtemps, il y avait un article intéressant qui montrait justement ce que je vous disais, c'est que l'IA était en train de rentrer dans tous les gadgets. Bien sûr, ils sont dans les téléphones, ils sont dans tous les balances, les machins, et aussi dans le edge, c'est-à-dire par exemple tout ce qu'il y a dans une voiture autonome, enfin entre guillemets, c'est quand même des composants d'IA qui sont là, qui font le travail, qui prennent des décisions tout seuls, qui n'ont pas besoin de se connecter, heureusement, à un cloud qui va calculer, qui va leur donner la réponse, parce qu'entre-temps, on peut rentrer dans un arbre, etc. Donc il y a quand même cette tendance soutenue par la fabrication de microprocesseurs spécialisés pour l'IA qui pousse vers le edge. Et le edge, c'est pas seulement le edge du réseau, c'est le edge, c'est-à-dire c'est l'appareil lui-même, quoi. C'est le capteur qu'il y a dans la voiture, qu'il y a dans l'avion, qu'il y a dans le robot, et ça sera dans les ordinateurs, ça sera dans les PC, enfin ça commence déjà à être le cas. Alors justement, je voulais redire, je l'avais dit la dernière fois, il y a une sorte de retour du silicium dans la Silicon Valley qui était devenue la Software Valley, quand même s'il y a toujours Intel, AMD, ce genre de choses. Et il y a pas mal de sociétés très intéressantes qui se sont créées. J'en ai mentionné quelques-unes, dont une au UK. Il y en a aussi en Chine, bien sûr. Et ce sont des nouveaux venus qui rentrent en concurrence frontale avec non seulement les gros du secteur comme Intel et Nvidia. Vous vous souvenez, Nvidia qui faisait des processeurs de graphiques pour les jeux, et Google avec son processeur Coral. Voilà. Alors on en a parlé plusieurs fois, il y a eu ce problème de la pénurie de circuits intégrés à cause de changement de priorité des fabricants, notamment à Taïwan, TSMC, qui a changé son fusil d'épaule et qui a donc dépriorisé la fabrication, notamment pour le secteur de l'automobile. Donc c'est arrivé à un point qui est catastrophique, puisqu'on pense qu'en fait la crise ne sera pas résolue avant le milieu de l'année prochaine, ce qui en dit long pour l'industrie automobile. Alors, deux petites choses anecdotiques que je vous signale au passage, c'est ce mouvement dans ce qu'on appelle l'économie des créateurs, de créateur économie. En fait, ce sont des plateformes dans lesquelles les gens peuvent écrire des newsletters ou tout ce que vous voulez, et on peut faire payer à l'article, on peut faire payer à l'abonnement, et ça connaît un succès notable. Le plus connu dans ce monde-là, c'est Substack, qui est vraiment très intéressant. Et alors, c'est suivi par une autre variation de la créateur économie, qui est le social audio. Le social audio, donc l'emblème c'est Clubhouse, que vous devez connaître peut-être, et donc tous les autres ont essayé de faire pareil, de Twitter à Facebook en passant par Spotify, et surtout vous voyez la dernière ligne, ça commence à l'air de vouloir venir dans le monde de l'entreprise. On entend que LinkedIn et Slack travaillent sur du social audio. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ça, c'est un peu curieux, mais c'est assez consommateur de temps. Donc voilà à quoi ça ressemble pour les différents services. Mais ça vaut la peine d'essayer pour voir ce qu'on peut faire, intégrer ça à son site web ou à son intranet. Ça peut s'avérer utile. Alors, je vous parlais à peine un peu longuement d'un autre domaine qui est celui des cryptos. Parce que les cryptos, vous en avez entendu parler, ça fait un moment qu'on en parle, mais là on en a parlé pendant 3 mois parce qu'il y a vraiment eu une folie, en fait, comme la folie des tulipes, etc. Et les gens s'attendent à ce qu'on passe par un hiver dans ce domaine-là. Vous voyez les courbes de croissance de Bitcoin à 2 périodes différentes. Vous voyez 2017, 2018, 2020, 2021. Donc si la courbe bleue suit la courbe rouge, eh bien ça va continuer de baisser. Donc vous savez qu'il y a eu un énorme engouement pour les cryptos et notamment pour Bitcoin, des sommes énormes qui ont été consacrées à ça. Et vous savez peut-être que ça a été dû à plusieurs choses. D'abord, la Chine a décidé d'éradiquer le monde ce qu'on appelle les mineurs dans le monde des cryptos. Donc c'est les gens qui vont tourner les data centers pour résoudre des problèmes informatiques qui leur donnent le droit ensuite d'inscrire une transaction dans ce qu'on appelle la blockchain, le réseau mondial des transactions. Et ils ont fait ça pourquoi ? Parce qu'ils sont très
très inquiets de la perte de contrôle des autorités centrales sur la monnaie, sur la circulation de monnaie. Donc au début, ils étaient heureux comme tout parce que c'était... Je crois que la Chine faisait plus de 60% du mining dans le monde. Et là, maintenant, c'est donc les gens ont pris peur. Hein, donc on commençait à vendre leur... bon, il y a beaucoup de parties prenantes, y compris dans les entreprises de finance, qui commencent à être réticents parce que vous savez que du point de vue environnemental, je vais y revenir, c'est quand même pas terrible hein, ce qui se passe autour des cryptos. Le marché avait été surchauffé et puis Elon Musk qui s'est amusé à faire des tweets dans tous les sens, une fois pour dire qu'il acceptait qu'on achète ses voitures avec des bitcoins, après pour dire ah ben non finalement c'est trop, ça consomme trop d'énergie. Alors ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre et que j'avais du mal à comprendre au début, c'est il y a quelque chose de spécifique aux cryptos et bitcoin en matière d'investissement. Ça s'achète sur des places de marché qui ressemblent aux bourses traditionnelles. C'est la volatilité. Il y a une volatilité énorme. Vous voyez, la volatilité de Bitcoin est à peu près 4 fois plus grande que celle de la bourse. Et surtout, un truc qu'on ne voit pas bien, c'est que les bourses ferment. Elles ouvrent le matin, elles ferment le soir. Et là, les cryptos, c'est non-stop, sans arrêt. C'est-à-dire les gens dans le monde entier continuent à placer des ordres d'achat, de vente, etc. Donc c'est un truc à vous donner des cauchemars, surtout quand le système se part en vrille pendant que vous dormez. Donc il y a vraiment une instabilité incroyable. Mais juste pour que vous ayez en tête l'importance qu'a pris ce phénomène, là vous avez les capitalisations boursières, la colonne bleue là sur la droite, et vous voyez Bitcoin, si Bitcoin était une entreprise, mais comme Bitcoin est coté, vous voyez que ça vient juste après Tesla en capitalisation boursière. Donc la quantité économique que représente aujourd'hui juste Bitcoin, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres hein, de crypto, et ben voilà, donc c'est un phénomène très important. Alors il y a eu ce phénomène ce qu'on appelle des tokens, donc de la monnaie comme Bitcoin, qui est faite pour faire des espèces de signatures électroniques. Donc vous êtes propriétaire d'un texte, vous créez vous-même sur la blockchain un certificat et en même temps le certificat crée ce qu'on appelle les tokens, c'est-à-dire des bitcoins, l'équivalent de bitcoin, qui sont cotés en bourse et donc vous pouvez avoir tout d'un coup une valorisation incroyable. Donc ce matin on parlait vous savez Berners-Lee là, qui a inventé le web, le protocole du web, il a vendu il a signé, donc il a rendu NFT, donc non-fungible token, le code qu'il a servi à faire. Donc il a mis un peu comme on vend une œuvre d'art. D'ailleurs, ça a été vendu chez Christie's, c'est pour vous dire. Eh bien, ça lui a rapporté 5 millions de dollars parce que c'est un original. Vous savez, c'est l'histoire du chèque de Picasso à son boucher à Valoris. Ces chèques n'étaient jamais encaissés. Parce que la signature sur le chèque de Picasso valait beaucoup plus que la valeur du chèque. Donc voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous dire sur la consommation que c'est absolument énorme. Aujourd'hui, ça consomme plus ou presque autant que l'Argentine, que tout le pays. Donc c'est des chiffres. Bon, c'est à un moment donné, les chiffres sont très difficiles à intégrer, mais faut retenir quand même que c'est un vrai problème du point de vue de l'environnement, et c'est ce qui pose problème. Mais il y a un tel engouement, parce que c'est le nouvel Internet, qui a une espèce de fièvre d'achat pour tous ces cryptos, les sociétés qui créent des applications sur blockchain. Et donc, en fait, l'open source voulait un OS, ils ont eu Linux, ils ont voulu un réseau mondial, ils ont eu Internet, ils ont voulu un système de paiement décentralisé, ils ont eu Bitcoin, et là, maintenant, ils veulent un computer mondial, un ordinateur mondial, et ça sera matérialisé par blockchain et ce qu'on appelle les apps distribuées, avec des incitations financières, puisque vous gagnez de l'argent. Alors, les DApps, ce sont justement ces applications distribuées qui sont un peu partout dans les terres, hein, ça ressemble à du peer-to-peer, c'est inscrit dans cette espèce de réseau blockchain qui lui-même s'appuie sur des réseaux comme Ethereum, qui sont eux-mêmes sur Internet, en fait, et qui permettent de faire des applications décentralisées. Un exemple, c'est la finance distribuée, qui a fait beaucoup parler d'elle là, ces 6 derniers mois, parce que c'est monté. Ce sont des applications qui sont faites pour émuler ce qui se fait dans le monde de la finance. Donc, vous voyez, les transactions, les prêts hypothécaires, les paiements, la banque.
Georges, je Oui. peux t'interrompre 2 secondes. Je veux savoir si tu étais toujours dans la première partie ou si tu avais déjà commencé la Non, deuxième non, mais partie. la deuxième commence, là. Je vais aller vite. Hein. Voilà. Et puis, bon, donc, bientôt, bien sûr, le quantum. Bon, les gens parlent toujours en parlant de 3 à 5 ans. Donc, je vais sauter ça, si vous voulez bien, parce que même si j'aurais eu beaucoup de plaisir à vous en parler, pour parler du sujet principal, qui est ce qu'on peut observer aujourd'hui aux États-Unis, et surtout dans la Silicon Valley. Alors, il y a quand même de l'affichage important et sincère, je pense, notamment des big tech, qui demandent à la SEC, qui est l'équivalent de la Commission des opérations boursières françaises, d'instaurer un système de vérification de ce que les sociétés qui sont cotées en bourse puissent être jugées aussi sur leur contribution à la réduction de la consommation énergétique et les effets négatifs sur le climat. Alors, quand on regarde plus dans le détail, par exemple, la discrimination, à qui appartient l'entreprise américaine, eh bien, vous voyez, c'est manifestement à des blancs. Et donc les catégories qui ne sont pas blanches eh bien, sont très défavorisées de ce point de vue-là. Donc il y a un problème qui a été soulevé par les militants et les activistes. Quand vous prenez les conseils d'administration, vous voyez qu'il y a seulement, ça va un tout petit peu mieux entre 2010 et 2020. Bon, c'est très dominé par les blancs. Bon, les noirs, les latinos et les asiatiques et les hawaïens sont loin derrière. Et alors, ça, c'est une autre courbe qui montre cette fois-ci non pas les races, etc., mais plutôt le genre, comme ils disent les États-Unis, c'est-à-dire le sexe. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse quand même qu'on peut observer. La grande barre bleue en haut, ce sont les hommes. Vous voyez, ça baisse. La barre des femmes aussi monte de son côté. C'est un peu doux et ça gêne beaucoup de gens. Donc, il y a eu un classement, là, vous savez, le fameux classement des Fortune 500. Il y a eu un truc formidable, c'est qu'on a maintenant des femmes CEO dans les top boîtes, et donc deux sont des africaines, des américaines africaines, en fait, d'origine africaine. Et donc, c'est quand même un signe que le corporate America est en train quand même d'avancer. Je crois qu'en France, il n'y a qu'une dame qui est dans le CAC 40, je crois. Alors là, vous voyez de façon générale, dans les 500 aux États-Unis, vous voyez que ça monte un peu, les femmes en proportion, bon, enfin c'est encore très faible, mais la tendance est bonne. Alors il y a des mouvements comme le Black in Tech qui essayent de faire des études, mesurer, ils ont même créé un truc qui s'appelle The Plug, qui est là pour aider les entreprises et les entrepreneurs africains, bon, ils disent black là-bas, bon, nous on dit, hein, à rentrer dans l'économie de l'innovation. Voilà quelques résultats qu'ils ont trouvés dans leurs études. Beaucoup d'entreprises de la tech américaines ont investi des sommes très importantes en 2020 et 2021 pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat aux grandes boîtes. Il y a toujours des problèmes de participation de la population noire dans les conseils d'administration. Et ils ont, au niveau de la politique anti-discrimination, anti-raciste, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas aussi catastrophique qu'on l'imagine. Et d'ailleurs, United Airlines a pris la décision que 50% de ces 5000 pilotes dans les 10 ans qui viennent seront des femmes ou des personnes de couleur. Alors, il y a des cyniques qui disent qu'il faudrait qu'ils parlent aussi de la sécurité, parce que la première chose qu'on attend d'une compagnie aérienne, c'est la sécurité. En fait, c'est des gens qui sont un peu cyniques qui disent ça. Alors, je vais vous parler, j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de vous parler des WC et donc de l'ESG, tout ce qui est environnement et la responsabilité sociale, etc. Ils n'ont pas une approche systématique pour le moment là-dessus. Leur term sheet, enfin, donc ce qu'ils signent avec les startups, inclut un paragraphe qui s'appelle diversité, equity and inclusion, mais ils sont des altruistes pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils veulent bien faire le bien, mais c'est pas des non-profit, hein, ce sont des gens qui ont besoin. Et puis ils ont gardé un souvenir amer de l'explosion de la bulle, la précédente bulle clean tech. Et malgré ça, les entrepreneurs, vous voyez, le Covid a accentué le besoin qu'ont les jeunes entrepreneurs d'avoir des activités qui soient compatibles avec le bien pour la société, compatibles avec des activités ESG. Bien. Donc, les WC sont pressurisés quand même. Il y a eu des scandales, ce qu'on appelle le techlash. Vous savez, il y a eu Uber, WeWork, ce genre de choses. Il y a eu Theranos, si vous connaissez. Mais par ailleurs, le capital risque a une très bonne innovation parce que ça contribue à l'innovation aux États-Unis. Et ils disent que finalement, faire le bien, ça peut aussi se traduire par
avoir de bons résultats financiers. Mais bon, ils sont assez cyniques pour prendre ça quand même avec des pincettes. Je vois la sentence arriver, là. Ils sont quand même, moi je trouve qu'il y a une tendance positive, ça va être long, ça va être lent, ils feront plus de grosses erreurs comme ils ont fait dans le passé. Ils sont en train de travailler à un cahier des charges qui s'appuie sur beaucoup de choses qu'on connaît, hein, donc l'accord de Paris et d'autres choses, donc ça va dans le bon sens. Par contre, les femmes et le capital risque, ça c'est pas du tout au niveau. Elles sont complètement sous-représentées. C'est pas nouveau. Il y a d'autres raisons que celle de la pénurie en informatique, mais c'est à peu près du même niveau. Donc, il s'est créé un groupe de femmes avec un non-profit qui sont citées dans le classement Midas de Forbes, là, et ils ont créé ce truc qui s'appelle All Raise, et qui est une nouvelle version de la vision, comme ils disent, pour que les femmes puissent avoir accès, vous voyez, plus au métier d'investisseurs et de décideurs. Donc, ils ont donné des objectifs fixes très, très précis. Et il y a un truc qui s'est créé à San Francisco, qui est une bourse, qui est comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, qui s'appelle Long Term Stock Exchange, qui est ouvert aux sociétés qui veulent faire le bien et qui ne sont pas à la recherche de résultats à très court terme. Et il faut faire pour faire le bien pour la société. Donc, il y a 2 sociétés qui viennent d'annoncer la semaine dernière, elles sont très connues aux US, hein, Twilio et Asana, qui disent, nous, elles sont cotées au Nasdaq, mais elles veulent aussi être cotées dans ces trucs-là pour faire le bien. Donc, j'arrive à la fin pour vous dire que c'est pas facile de prédire l'avenir. J'aime bien cette phrase de Bill Gates qui dit, on surestime toujours les changements qui vont arriver dans les 2 prochaines années et on sous-estime les changements qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Alors, j'ai retrouvé un article qui date de 2006 qui dit, je l'ai remis en français, Internet n'est peut-être qu'une mode passagère car des milliers de personnes y renoncent. Donc, vous voyez, donc tout peut arriver et je pense que tout ce qui va arriver est particulièrement passionnant. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Georges.